Bonjour, nouveau numéro de Putsch Live en ce mardi 14 juillet. Et on va pas parler de politique française, on va parler de politique polonaise, de politique européenne également. J'ai le plaisir d'accueillir pour la troisième fois, vous êtes devenu un habitué, David Engels, et c'est un plaisir de vous recevoir. Comment allez-vous, cher David? Bonjour, bonjour. Oui, merci bien pour l'invitation. Oui, ça va très bien. Ici, en Pologne, c'est fait très, très ensoleillé. On n'est pas du tout dans une panique coronavirus. On a eu des très bons résultats d'élections, donc ça va très bien. Merci. Bon, ben on va en parler de ce très bon résultat d'élection. Selon vous, cher David, la Pologne, rapidement une question sur le coronavirus. L'épidémie est en recul, plus trop de cas chez vous du côté de Varsovie et de toute la Pologne d'ailleurs, hein. Bon, c'est-à-dire en Pologne, ça reste relativement stable, mais déjà depuis des mois, peut-on dire. Donc en tout cas, le nombre de nouvelles infections reste stable. Alors les décès ont très fortement diminué. Faut dire que de toute façon, la Pologne depuis le début a été l'un des pays, si pas le pays européen le moins touché par toute cette crise du coronavirus. Donc voilà, ça reste stable. Il y a toujours par-ci par-là des nouveaux cas, quelques décès, mais grosso modo, on n'est pas du tout dans une configuration tragique qu'on peut l'entendre dans certains pays. Oui, parce que nous, on reparle du reconfinement ici, enfin, du reconfinement partiel, d'une deuxième vague. Enfin, ils n'arrêtent pas, médias et hommes politiques n'arrêtent pas de nous faire la leçon là-dessus. Mais on est venu, je vous ai invité aujourd'hui, David, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On va parler de ce qui s'est passé en Pologne, mais pas du côté coronavirus. On va parler des élections présidentielles qui ont été reportées avec le coronavirus. Et le second tour s'est déroulé ce 12 juillet et le président sortant, Andrzej Duda, a été réélu avec 51,2% des voix contre 48,79 pour son rival, on va dire, pro-européen, libéral, hein, le maire de Varsovie, Rafał Trzaskowski, qui était un ancien d'ailleurs proche de notre ami Donald Tusk. Voilà, c'est une victoire extrêmement serrée. David, une première analyse de ces résultats. Pourquoi c'est si serré entre Dudek et Trzaskowski? Oui, ben, c'est-à-dire les médias parlent très souvent d'une victoire, de justesse et tout ça. Au fond, ce n'est pas tellement vrai quand on regarde un peu dans l'histoire. Duda avait été élu pour son premier mandat aussi, avec seulement 51,5% des voix, donc à peine, un tout petit peu plus. Et quand on voit même dans les élections précédentes, jusqu'en 95 d'ailleurs, on voit que lors des élections présidentielles ici en Pologne, c'est toujours serré. Ça tourne, la majorité, elle tourne toujours autour de quelque part une fourchette entre 51, 53, 54. Donc c'est relativement normal. Ce n'est pas nécessairement le signe d'un quelconque problème. Au contraire, je dirais que c'est même étonnant que Duda ait réussi ce deuxième mandat quand on voit un peu la situation médiatique où la Pologne a vraiment été face à un barrage médiatique incroyable, surtout de la part des médias allemands qui contrôlent une grande partie de la presse polonaise et en plus des institutions européennes. Donc c'est vraiment un signe de, je dirais, de défiance à l'égard de toute cette pression-là qu'on a eu ce très beau résultat finalement. Alors, c'est intéressant ce que vous nous dites, David, là-dessus, parce que nous, on l'a vu pour le traité de Lisbonne en 2005 ou plus anciennement en 90 le traité de Maastricht. On s'est rendu compte qu'une grande partie de la presse était pro-libérale, pro-Union européenne, pro-néolibéralisme, et donc il y avait des tirs de barrage aussi de la presse pour que les gens votent oui au traité, disent oui au mariage avec l'Union européenne. Et finalement, vous êtes en train de nous dire qu'en Pologne, ça s'est passé comme ça, et surtout que la plupart des médias polonais sont finalement de propriété allemande. Oui, 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 absolument. C'est d'ailleurs un sujet à discussion dans les des derniers 5 à 10 ans. La plupart des journaux et des médias régionaux, je crois que 80% plus ou moins, enfin, faudrait vérifier les chiffres, sont dans les mains d'entreprises allemandes, suisses partiellement aussi, et même dans les grands médias, dans les grands hebdomadaires, parfois aussi dans les grands journaux, tabloïds comme Fact, par exemple, tout ça est dans les mains d'entreprises allemandes qui essayent évidemment d'imposer une certaine ligne éditoriale qui est très proche évidemment de l'opposition. Et même au-delà de l'opposition actuelle, et même au-delà de ces médias polonais, on a vu aussi une tentative assez incroyable de la part des médias allemands tout court de vraiment fortement dénoncer le gouvernement actuel. Il n'y a pas eu dans les dernières semaines
littéralement un jour sans que les grands quotidiens ou hebdomadaires comme Die Zeit, comme Die Welt, comme la Frankfurter Allgemeine, comme le Deutschlandfunk, comme tous ces médias ont essayé littéralement tous les jours essayer d'enfoncer le clou, presque comme dans ce qu'on fait avec Trump, de montrer Duda mauvais, Trzaskowski bon. Ça a vraiment été un déluge. Je n'ai jamais encore été confronté à une telle pression médiatique qui est d'autant plus influente si on pense qu'il y a beaucoup de Polonais qui habitent en Allemagne et qui votent évidemment, donc qui ont été d'ailleurs la première cible de cette instrumentalisation, et les résultats sont relativement clairs, alors qu'il y a 5 ans, une majorité justement des Polonais habitant en Allemagne avaient voté pour Duda, maintenant une majorité de ceux-là a voté pour Trzaskowski. Donc ça a un réel impact sur la situation ici, et c'est vraiment presque un miracle, pourrait-on dire, qu'il y a eu une telle présence d'électeurs. On a été à 68%, je crois, de participation électorale, et qu'on ait connu ce résultat, in fine, très satisfaisant. Mais c'est intéressant ce que vous dites là, voire effrayant même, parce que quand je vous entends sur cette machine médiatique, finalement, j'ai l'impression, le mot qui me vient à l'esprit, le mot qui me vient au bord des lèvres, c'est le mot propagande, finalement. Est-ce qu'on peut en parler, ou est-ce que c'est trop fort, David Engels, de parler de propagande? Non, c'est certainement trop fort. Bon, maintenant, propagande implique très souvent que on a l'idée d'une direction centralisée d'une personne ou d'un service qui relaie, ou en tout cas qui mandate d'autres médias de disperser certaines informations. Ça, c'est certainement pas le cas en Allemagne. Il n'y a pas un service maintenant centralisé qui oblige les médias à dire l'une chose ou l'autre. C'est plutôt quelque chose de fort décentral, de spontané, mais qui est d'autant plus dangereux, parce qu'on ne peut pas nécessairement s'y attaquer maintenant en ciblant un dysfonctionnement, et qui est très, très simplement dû au fait que, comme l'ont montré les statistiques aussi récentes, que une très large majorité des journalistes allemands actuels votent soit écolo ou soit socialiste. C'est assez effarant. Je crois qu'on est à du 60-70% des journalistes qui ont très clairement une préférence pour des partis de gauche, et les résultats sont et va jusque d'ailleurs comment dire, des informations très clairement négatives. Vous pouvez vraiment voir dans les informations qu'on ne divulgue pas, sur tous les succès du gouvernement actuel, sur tout ce qu'on cible aussi, sur le framing qu'on impose à l'image, qu'on est face à totalement que de neutralité ou d'objectivité, et que là, on a vraiment une information médiatique très clairement ciblée dans un sens. Ce sont des gens qui sont convaincus que eux défendent ce qui est le bien, qu'ils connaissent, qu'ils défendent, et qui n'ont pas besoin d'une quelconque objectivité, vu qu'ils ont la bonne conscience d'être les partisans du bien. Et c'est le résultat est là. On a des semaines et des semaines de barrage médiatique vraiment incroyable, incroyable. Parce qu'ici, pour en parler rapidement, en France, effectivement, on parle de Douda comme quelqu'un qui a pris des positions très dures sur les questions sociétales, envers tout ce qui est transsexualité, LGBT, et c'est vraiment la seule analyse qu'on a ici, hein, concrètement, c'est le très gros conservateur qui s'affronte à toutes les luttes sociales, aux conquêtes sociales ou sociétales, comme on veut. On a un avis très parcellaire ici aussi en France, et d'ailleurs, il est présenté comme le conservateur de droite dure, Andrzej Duda. Oui, 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 absolument. C'est évidemment juste une partie de l'information. Bon, il faut dire que d'un côté, la Pologne est et reste un pays fondamentalement conservateur, fondamentalement chrétien. Donc, il y a certaines choses qui ne passent pas bien ici. Et moi, je dirais personnellement, heureusement, notamment l'avortement de masse, tel qu'on le connaît en Occident, l'euthanasie, aussi l'avortement de fœtus, d'embryons, de petits-enfants handicapés. Notamment, ici, on a vraiment une position extrêmement dure là-dessus,
la vie est considérée comme quelque chose d'absolument sain, et donc on réduit ces éléments-là. Mais outre, je dirais, cette politique à connotation très fortement chrétienne, on a aussi tout un volet économique extrêmement intéressant ici du gouvernement présent, dont on parle très peu dans les médias. On a notamment cette initiative 500 zloty plus, hein, qui essaye de favoriser justement les familles avec de nombreux enfants. On a aussi une politique économique ciblée vers une plus grande indépendance et autonomie de la Pologne face à ses voisins, notamment aussi face à cette Allemagne économiquement fort hégémonique. C'est aussi très certainement l'un des succès, je dirais, du gouvernement présent. Donc on voit vraiment que c'est un gouvernement qu'on ne peut pas nécessairement classifier facilement de droite, vu qu'il a un volet social que je qualifierais beaucoup plus à gauche que Trzaskowski, qui lui est plutôt un libéral gauchiste, alors que le gouvernement au pouvoir est plutôt chrétien social, si on veut. Donc eux remplissent d'une certaine façon le rôle que que les partis chrétiens sociaux, qui existaient d'abord avant aussi dans beaucoup de pays européens, ont abandonné depuis longtemps. Ici, ça existe toujours et visiblement, ça reste toujours très populaire. Il faut dire aussi que c'est assez rare aussi dans l'histoire polonaise récente, hein, de la Troisième République polonaise ici, de voir à la fois un parlement, un gouvernement, un président aussi confirmé dans son pouvoir pour un deuxième mandat. C'est très rare ici, et ça montre vraiment qu'on est loin de la méchante dictature autoritaire qui limite la démocratie. On a ici un résultat parfaitement démocratique, de justesse pourrait-on dire, mais qui montre très fortement que voilà, on a l'appui d'une grande partie de la population polonaise, et que ces projets-là puissent continuer maintenant, notamment, ce qui est d'autant plus important parce qu'on on se dirige vers une époque presque, je dirais presque de révolution économique suite au coronavirus. Alors c'est intéressant parce que quand je vous entends égrener la politique effectivement du PiS, du parti conservateur polonais, je pense immédiatement au Premier ministre hongrois, Orban, du Fidesz, ou qui essuie les mêmes critiques de par l'Europe, on va dire occidentale, hein, l'Europe de l'Ouest, soyons précis, et finalement qui a des résultats, des très très bons résultats, soit bien en termes de coronavirus ou aussi en termes économiques, avec un recentrage vers la souveraineté, vers des valeurs, et j'ai l'impression finalement ce sont pas les deux mêmes nations parce qu'elles ont des histoires bien différentes, mais finalement en termes de politique et de souveraineté et d'identité, c'est quand même des politiques très proches entre la Hongrie d'Orban et la Pologne de Duda. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a cette vieille chanson polonaise très connue qui dit le polonais, le hongrois, deux frères. Donc ça a toujours été depuis des siècles des nations, disons, fort amies l'une avec l'autre. Par contre, ce qu'on voit moins aussi dans les médias occidentaux, c'est le fait que, bon, on a d'un côté ce volet, je dirais, pas nécessairement souverainiste, mais en tout cas qui met un grand accent sur une certaine autonomie nationale, un certain patriotisme national aussi, mais que justement le scepticisme par rapport à l'Union européenne s'accompagne toujours ici d'un très grand amour pour l'idée européenne. Donc on est loin maintenant d'un polexit ou de quoi que ce soit comme velléité anti-européenne. Au contraire, on veut ici faire part de l'Europe, plus que jamais, je dirais, mais pas de cette Europe-là. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, me plaît beaucoup depuis que je vis en Pologne, parce que je sais bien qu'en France, en Allemagne, le criticisme de l'Union européenne, qui est amplement justifié, évidemment, mène très souvent à l'argument, bon, on n'en a pas besoin, c'était un projet raté, l'intégration européenne, c'était une mauvaise idée, finalement, revenons aux États-nations. Ça, heureusement, on n'a pas du tout ici, on a au contraire une très forte conscience d'une identité européenne commune qui nous unit tous, que nous soyons français, espagnols, polonais ou hongrois, et qui nécessite aussi une certaine forme de coopération, notamment dans la défense, par exemple, des frontières communes, la frontière méditerranéenne, par exemple, ou certaines formes d'accords économiques, de recherche, etc., mais qui, justement, est très sceptique par rapport à l'Union européenne. Et ça aussi, c'est évidemment quelque chose qui est
très souvent omis des médias occidentaux parce que c'est beaucoup plus facile de dire voilà, on a des méchants gouvernements populistes, nationalistes, chauvinistes, anti-européens pour faire très facilement. Mais la réalité, elle est évidemment toute autre. Bien sûr. Alors, mais pour revenir au candidat qui s'est affronté à Andrzej Duda, c'est Rafał Trzaskowski. Je l'ai dit en introduction, c'est un proche de Donald Tusk. Concrètement, c'est un libéral. Finalement, c'est quelqu'un qui voulait rapprocher la Pologne ou intégrer plus fortement la Pologne dans l'espace de l'Union européenne avec ses traités. Et aujourd'hui, la Pologne est arrivée à garder finalement une certaine souveraineté, une moyenne d'action. D'ailleurs, vous avez toujours le zloty, vous n'avez pas l'euro en Pologne. Donc quand même là, il y a quand même il y a quand même une grosse différence entre nous Français et vous qui êtes au zloty. Nous, on a l'euro. Finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire finalement quand même ce score de 48%, ça veut dire que quand même une partie des Polonais pourrait être tentés à un moment donné d'être mangés peut-être ou incarner mieux la politique de l'Union européenne. Oui, il y a certainement une partie non négligeable de la population qui est de cet avis-là, mais qui est un avis qui est basé en grande partie sur ce désir typiquement polonais de faire partie de l'Europe occidentale. Il ne faut pas oublier qu'ils ont été partagés plusieurs fois dans leur histoire, qu'une grande partie de leur pays a toujours été plus ou moins annexé d'une manière ou d'une autre par la Russie ou par l'Union soviétique, alors que le pays lui-même, fondamentalement catholique d'ailleurs, s'est toujours ressenti faire part de l'Occident et pas de l'Orient de ce point de vue-là. Et évidemment, Trzaskowski véhicule cette envie et essaie aussi de présenter le combat comme étant un combat pour ou contre l'Europe. Et ça parle évidemment à beaucoup de Polonais qui se disent on a envie de rester à l'intérieur de cette structure-là sans véritablement savoir ce qu'elle représente. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que les Polonais ont une vision très idéalisée de l'Europe occidentale. Donc ils croient que en Allemagne, en France, tout est beau, tout est propre, les gens sont polis, tout est très riche, il n'y a pas de problème d'immigration, etc., etc. Et quand on leur dit, comme c'est souvent mon cas, quand on vient d'Europe occidentale, où j'ai grandi, en Belgique, en leur montrant, vous avez une vision absolument romantique, idéalisée oui, angélique de même l'Europe presque. occidentale. Angélique, voilà, aller plutôt une fois dans les faubourgs de Paris, aller à Bruxelles, aller dans une ville comme Charleroi et regarder ce que l'Occident est véritablement devenu, eh bien, beaucoup ne croient pas. Surtout les Polonais plus riches qui font souvent les vacances en France ou en Allemagne, ils vont visiter les premiers arrondissements de Paris, ils vont trouver que c'est très sympa et ensuite ils font des vacances dans les Alpes. Donc pour eux, la France, tout est beau, tout est bien. Donc ils ont cette vision très idéalisée et c'est ça qui fait en sorte qu'ils ne comprennent pas nécessairement aussi les critiques du gouvernement PiS en disant tout simplement oui voilà c'est exagéré. On est ici au début, pourrait-on dire, de tout l'ultralibéralisme qui a cassé le cou, pourrait-on dire, qui a cassé la nuque à l'Europe occidentale. Ici, on est encore au stade où on se dit pourquoi qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme argument contre le petit magasin de kebab qui va ouvrir là, c'est comme ça, pas de manger une fois autre chose que des pirogues. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir contre le gentil couple gay qui habite à l'autre étage. Il ne voit pas le fait qu'on est là vraiment au début d'une dérive potentielle qui a mené l'Europe occidentale à cette culture de la mort, à cette monstruosité parfois dans l'évolution des mœurs que vous pouvez voir dans les Gay Pride ou Christopher Street Day ou des choses comme ça, ou l'immigration de masse. Donc c'est un peu ça le problème. Mais c'est surtout aussi que c'est finalement la tyrannie des minorités, quelles qu'elles soient de toutes sortes. Et cet individualisme permanent ici en France, on le voit, c'est le droit à la minorité qui finalement fracture, brise, casse, concasse l'idée même de nation, d'un peuple uni. Il n'y a qu'une seule république, que les Français, quelle que soit leur orientation sexuelle, quelle que soit leur couleur de peau, leur religion. C'est la définition chez nous de la république et surtout de la nation. Donc peut-être qu'aussi cette idéologie néolibérale fait que c'est des minorités qui sont
comme des cellules qui se baladeraient dans un territoire donné sans trop de liant. Mais je voudrais revenir là-dessus. J'ai regardé les votes, pardon, pas les intentions, les votes pour cette présidentielle second tour, et on voit très clairement que la Pologne de l'Est a voté, pardon, excusez-moi, lapsus non révélateur, mais a voté Duda. Et l'Europe et la Pologne de l'Ouest a voté majoritairement Trzaskowski. Comment vous l'expliquez, ça, David Engel? Parce que finalement, c'est quoi? C'est un problème de classe, c'est un problème de pauvreté, c'est un problème de... Mhm. Oui, ça c'est un grand mystère. En fait, il y a même une appellation très officielle pour ça. Il y a la Pologne A et la Pologne B. Il y en a l'une qui est située plus à l'est, l'autre plus à l'ouest. Et ce qui est très curieux aussi, c'est que justement ces lignes-là correspondent presque exactement au territoire qui était jadis sous occupation prussienne, qui vote maintenant libéral, Trzaskowski, etc., depuis des décennies d'ailleurs, et l'autre qui était sous domination russe, qui est plutôt conservatrice. Alors c'est évidemment pas du tout une question de continuité ethnico-culturelle, parce qu'on sait bien que les Allemands, à la fin de la guerre, ont été évincés de ces territoires-là, et que justement, ces territoires occidentaux de la Pologne actuelle ont été colonisés, pourrait-on dire, avec des Polonais de l'Est que les Russes ont rejeté quand ils ont annexé toute l'ancienne Pologne de l'Est à l'Union soviétique. Donc il y a eu un fameux échange de population, mais pourrait-on dire peut-être la proximité avec l'Allemagne, puis aussi le fait que probablement l'infrastructure de l'Europe occidentale était plus avancée que celle de l'Europe orientale en 1945, a fait en sorte qu'il y a ce partage-là, qui est un partage parmi d'autres. On pourrait aussi dire que c'est une question d'urbanisation, notamment Varsovie, les grandes villes comme Poznan votent très majoritairement libéral-gauchiste, alors que les territoires plutôt ruraux ont cette tendance à voter conservateur. Donc c'est un fait qui est bien connu dans l'histoire polonaise des dernières années, qui est fort curieux. David, est-ce que vous diriez que c'est l'enracinement, finalement, qui peut faire la différence sur ce genre de vote? Vous parliez des bobos, finalement, des grandes villes, que sont Varsovie, Poznan ou autres, qui sont plus libéraux, parce qu'ils ont aussi plus les moyens de voyager, plus les moyens de profiter de la mondialisation, alors que le Polonais qui habite à l'Est ou la Polonaise qui habite à l'Est de la Pologne, où je suis allé d'ailleurs récemment, on voit bien que c'est plus la même territoire, c'est plus la même richesse, c'est plus la même économie. Finalement, c'est ce que l'enracinement, le Polonais de tradition, il est plus enraciné que finalement le Polonais qui habite à Varsovie, dans des beaux quartiers. C'est ça aussi, c'est finalement le même dénominateur commun que dans nos autres pays européens, comme chez nous. Je dirais qu'il y a une très grande proximité avec ça. Oui, la Pologne, on pourrait dire que la Pologne correspond à beaucoup de niveaux à ce que l'Europe occidentale était il y a une trentaine d'années. Donc avec des structures sociétales, familiales, culturelles beaucoup plus denses, beaucoup plus stables, beaucoup plus homogènes, mais qui tentent aussi évidemment à s'effriter les derniers temps. Mais il y a quelque chose qui est peut-être optimiste dans ce sens-là. Bon, évidemment, les bobos des grandes villes suivent un peu cette idée d'une élite supranationale, universaliste, cosmopolitiste, alors que dans les villages, on a ça un peu moins. Mais il y a quelque chose qui laisse peut-être espérer, c'est le fait que parmi les jeunes, justement, beaucoup de jeunes Polonais ont voté pour les conservateurs. Donc on n'est pas nécessairement dans un clivage d'âge où on peut dire les vieux votent traditionnalistes, les jeunes votent progressistes, c'est pas du tout le cas. Au contraire, on voit très, très curieusement même que parmi les personnes les plus âgées, on a là une nette préférence pour Duda, pour le PiS, et parmi les jeunes, on a une nette préférence pour Bozac, qui est le conservateur, le politicien conservateur de droite, plus à droite encore du PiS. Très libéral d'un côté, mais extrêmement conservateur aussi, voire nationaliste, pourrait-on dire. Et donc ça montre que parmi les jeunes, il y a pas que l'orientation libérale, mais aussi un intérêt pour le conservatisme, mais d'une forme plus radicale et peut-être moins chrétienne aussi que le PiS. Alors, j'ai une dernière observation, une dernière question pour vous, David Engels. C'est vrai que quand je suis allé à Lublin il y a quelques mois, je me suis rendu compte qu'en rentrant dans les églises à Lublin, il y avait beaucoup de jeunes gens, de très très jeunes gens qui venaient prier. Ça m'avait frappé parce que c'était vraiment des jeunes gens et qui étaient là et ils avaient rien de honnête. Mais c'était des jeunes gens et j'ai été frappé en rentrant dans les églises de Lublin et d'autres bourgades à côté. Voilà, c'est une observation. J'ai ma dernière question, David Engels. J'ai cru lire que Andrzej Duda a
allait se rapprocher de Donald Trump, allait se rapprocher des États-Unis. Il l'a appelé de ses voeux. Ça aussi, on imagine que vous avez la grande Russie à côté. Peut-être que ce rapprochement serait plus intéressant pour vous, Polonais, notamment pour Andrzej Duda. Oui, c'est l'un des piliers de la politique étrangère de la Pologne depuis les années 90, c'est évidemment la peur de la Russie. Hein. Les Polonais ont vécu pendant presque 2 siècles, 3 siècles d'une manière continue sous le pouvoir russe. Ils n'en peuvent plus, ils n'en veulent pas. C'est traumatisé de ce point de vue-là. Tout ce qui est contre la Russie est quelque chose qui les protège. Deuxième point, c'est évidemment aussi la peur que la Russie et l'Allemagne puissent s'arranger d'une manière ou d'une autre. Comme ça a déjà été le cas. Hein. Voilà, exactement. Donc, dès lors, la peur de Nord Stream 2, hein, cette tentative de l'Allemagne de contourner la Pologne pour se faire approvisionner directement en énergie par la Russie. Donc ça, c'est des choses que les Polonais n'aiment pas. Ils ne voient pas dans l'Union européenne une alternative sécuritaire valable. Et donc, forcément, ils se tournent vers les États-Unis. Alors, c'est un peu à double tranchant parce que là, nous vivons actuellement l'apogée de cette sympathie pour les États-Unis parce que, justement, les États-Unis actuels sont aussi dirigé par Donald Trump, qui, d'un point de vue de ses positions conservatrices, est assez en phase avec ce qui se passe actuellement en Pologne. Hein. Les États-Unis actuels, c'est pas ceux justement qui sont dans la défense du politiquement correct, de l'universalisme, autre chose, mais actuellement, on a ce conservatisme de Trump. Donc ça peut paraître comme quelque chose de assez positif pour la Pologne qui y trouve un allié de choix, mais c'est évidemment aussi un danger, parce qu'ici, on a une telle idéalisation des États-Unis que le jour où Donald Trump ou les républicains ne seraient plus au pouvoir, où on aura justement les défenseurs de Black Lives Matter et de toutes ces dérives qu'on voit actuellement au pouvoir des États-Unis, que ça pourrait vite se retourner, parce qu'alors là, subitement, le grand frère bienveillant américain exigera, comme le fait d'ailleurs déjà l'ambassadrice américaine ici à Varsovie, exiger plus d'investissement dans, par exemple, les droits LGBTQ, plus de division de pouvoir, moins de démocratie, enfin, toute la panoplie, pourrait-on dire, de l'idéologie politiquement correcte. Et alors là, ça pourrait assez vite tourner à la dérive et cette amitié choisie américaine, polonaise pourrait être fortement endommagée. Donc on verra bien comment ça va continuer, surtout après les élections de novembre aux États-Unis. Et alors là sera peut-être le moment pour la Pologne de repenser un peu ses alliances et peut-être se souvenir de ce qui serait le plus intelligent actuellement, surtout face à cet axe Macron, Merkel, Paris, Berlin qui essaie d'imposer toute une série de valeurs politiquement correctes à la Pologne, de plutôt insister sur son propre système d'alliance, les États Visegrad, et puis surtout ce grand projet qu'on a ici, c'est-à-dire de former un bloc européen un peu alternatif à l'Occident et qui réunirait les pays grosso modo situés entre la mer Baltique et la mer Noire dans un genre de bloc européen conservateur opposé au bloc plutôt libéral-gauchiste Paris-Berlin. Ça, c'est à voir. Alors on voit toujours que la Pologne est dans un territoire très très compliqué, que ça n'a pas changé, que c'est en permanence des guerres stratégiques d'alliés, de mésalliances ou d'alliances également. Merci beaucoup David Engels d'avoir répondu à mes questions pour décrypter d'un œil neuf finalement, de notre œil, d'une voix discordante, les élections présidentielles en Pologne. Je rappelle, vous êtes professeur titulaire de la charte d'histoire contemporaine à l'Université libre de Bruxelles et votre dernier livre, je recommande à tous nos téléspectateurs de le lire, il est passionnant. Que faire vivre avec le déclin de l'Europe, Groningen, Bulltiger Media. N'hésitez pas à aller dévorer les livres de David Engels. En tout cas, merci David. Bonne journée à vous, à Varsovie. Merci pour l'invitation. Merci bien. Merci, avec plaisir. Bonne journée et bye bye, vive la démocratie. Salut. À la prochaine.